Bienvenue à tous dans ce webinaire pour Mélanion Digital. Je vous propose d'attendre quelques minutes que tous les participants se joignent au call. Je vous remercie de votre patience. Ok, parfait. Écoutez, je vous propose de commencer. Je vous remercie de votre présence. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir pour le webinaire de présentation de Mélanion Digital. Donc pour commencer, voici le slide de synthèse avec les différents sujets qui vont être traités aujourd'hui. Vous pourrez au cours de cette présentation, bien entendu, poser les questions que vous souhaitez. Nous vous encourageons à le faire. Vous pourrez le faire en utilisant la chatbox de Zoom et nous les traiterons, si vous le voulez bien, à la fin de cette présentation. Donc, ensuite, c'est un plaisir pour moi de vous introduire aux trois intervenants d'aujourd'hui. Je vais commencer par donc Jad Comer, qui est le fondateur et initiateur de Mélanion Digital. Jad est le président d'une société de gestion agréée par l'AMF, ancien managing director à la Société Générale dans le département trading, diplômé de Polytechnique. Cyril Sabag, président directeur général de la société, ancien responsable du trading dérivé chez Odo et chez Exane, également ancien responsable de l'asset management et du wealth management au sein du groupe Skylar, diplômé NZAE. Et enfin, Gianluca Fetta, responsable du trading chez Mélanion Digital. Gianluca est l'ancien responsable du trading monde dérivé chez Société Générale ainsi que Santander et diplômé de la prestigieuse université Bocconi. Donc voilà, Aldébaran intervient en tant que listing sponsor et responsable de la levée de fonds ainsi que du processus de cotation qui sera enclenché suite à l'exécution de cette levée de fonds. Et puis, sans transition, je vais transmettre la parole à Jad, qui va nous dire quelques mots sur la transition Bitcoin. Jad, the floor is yours. Merci Thomas. En fait, comme on a un panel assez large, on a décidé de commencer par vous donner un peu une présentation de notre motivation derrière ce projet, et notamment notre motivation derrière le Bitcoin, parce que c'est un projet principalement orienté Bitcoin. Thomas, tu peux passer à la slide suivante. Et donc, en fait, pour comprendre le Bitcoin, il faut revenir à la base, à l'origine, en fait. Ce que Satoshi Nakamoto, l'inventeur du Bitcoin, cherchait à faire, c'était en 2008, juste après Lehman, et il avait vu l'écroulement du système financier qu'on a, et il a cherché à trouver une solution au problème que le monde était en train de subir en 2008 avec la faillite de Lehman Brothers. Et du coup, c'est documenté, donc dans les échanges qu'il a eus et dans son white paper, que c'était ça l'équation qu'il cherchait à résoudre dans la création du Bitcoin.
Donc, il y avait un problème de centralisation de notre système financier. Il y avait un problème dans la dépréciation de la monnaie au fil du temps par la création monétaire des banques centrales. Le problème des bulles de crédit qui étaient alimentées par le système financier du fait que quand on met notre argent à la banque va le prêter ailleurs et ça crée des bulles de crédit. Le problème de la propriété privée et de la conservation des données qu'on soumet à ces organismes financiers. Et également, finalement, le problème des micro-paiements où le système financier traditionnel n'était pas adapté pour répondre à ces microtransactions. Et c'est ça derrière l'idée de Satoshi Nakamoto, ou les personnes qui se sont fait appeler Satoshi Nakamoto, parce qu'on ne sait pas si c'est un ou plusieurs personnes. Et le Bitcoin a été créé pour résoudre cette équation. 13 ans plus tard, est-ce que ces problèmes ne sont plus d'actualité? Si on regarde ce qui s'est passé depuis Lehman jusqu'à aujourd'hui, donc on peut voir par exemple sur la prochaine slide la dépréciation monétaire. Donc avec l'intervention des banques centrales en 2008 et par la suite, et ensuite avec la nouvelle intervention récente suite à la crise du Covid, la dépréciation de la monnaie est plus que d'actualité, elle s'est même très très fortement accélérée. Donc 1 € aujourd'hui va valoir de moins en moins en termes de pouvoir d'achat dans le futur, mécaniquement de par cette création monétaire. Et c'est un des problèmes qu'il essayait de résoudre Satoshi Nakamoto dans la création du Bitcoin. Et c'est toujours d'actualité, c'est même encore plus d'actualité que ça l'était à l'époque où il a cherché à résoudre ce problème-là. Ensuite, sur la prochaine slide, les bulles monétaires, est-ce qu'elles sont plus d'actualité? Ben, la réponse est si. On a eu Lehman, toute une réglementation qui a été mise en place pour diminuer le levier des banques, mais ça n'a pas empêché des nouveaux risques apparaître, comme le dernier épisode avec Evergrande, qui est aujourd'hui l'équivalent de ce que Lehman était à l'échelle mondiale. Ça veut dire un too big to fail, c'est un développeur chinois, immobilier chinois, qui s'est over-leveragé par des banques chinoises qui, elles, sont connectées directement ou indirectement avec d'autres banques internationales. Et du coup, à cause du ralentissement du marché de l'immobilier chinois, Evergrande est en risque de défaut de paiement, ce qui peut engendrer une réaction en cascade de par d'une éventuelle faillite des banques chinoises et ainsi de suite, et également de par une crise systémique sur la croissance chinoise qui peut avoir des répercussions sur toute l'économie mondiale. Donc, donc l'argent aujourd'hui qu'on a dans les banques est toujours à risque, et peut-être pas aux mêmes endroits, mais il y a toujours des bulles de crédit qui sont créées avec des risques systémiques qui apparaissent et qu'on n'a toujours pas résolu. Et ensuite, si on regarde également sur la prochaine slide, sur les micro-paiements, là, je dirais que la situation s'est empirée. Aujourd'hui, pour envoyer de l'argent dans la plupart des pays du monde où le taux de bancarisation est très faible, on a un coût moyen pour l'envoi de 200 $ qui est autour de 6%, ce qui est énorme, mais qui est contraint principalement par les limites physiques de l'exercice du système financier, parce qu'il faut que les banques ouvrent des agences pour desservir ces clientèles qui sont éparpillées. Et c'est exactement la raison pour laquelle le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale, parce que 70% de sa population vivait de ces aides des expats qui envoyaient de l'argent à la maison, à leurs parents.
et ça représentait environ 23% du PIB du Salvador. On estime qu'il y a environ 400 millions de dollars par an qui vont être économisés en termes de frais de transaction de fait de l'adoption du Bitcoin par le Salvador comme monnaie légale. Et du coup, ces problèmes de micro-paiement sont toujours d'actualité et on n'a toujours pas de moyens dans le système financier actuel de les résoudre. Donc, quand on a beau critiquer le Bitcoin et tous les usages qu'on en a fait, il n'empêche que quand on regarde vraiment les fondamentaux, il y avait une équation que le Bitcoin cherchait à résoudre et il la résout, et des problèmes qui étaient d'actualité au moment où cette équation a été résolue et qui le sont toujours aujourd'hui, qui sont même encore plus d'actualité, notamment par la création monétaire, des micro-paiements, etc. Et du coup, sur la prochaine slide, on va pouvoir voir comment Satoshi Nakamoto a résolu cette équation. Donc, pour s'affranchir d'un système monétaire centralisé, ce qu'il a imaginé, c'est un système monétaire décentralisé à travers un ledger sur lequel vont être écrites et référencées toutes les transactions. C'est comme si vous aviez toutes les transactions bancaires dans le monde qui sont publiques et que les écritures comptables sont uniques et partagées par tout le monde. Et du coup, en fait, chaque personne peut avoir une adresse numérique sur ce ledger et quand il y a une opération d'envoi de Bitcoin d'une personne à l'autre, ben, il y a une modification de l'écriture comptable sur ce ledger du crédit de Bitcoin chez l'émetteur vers du débit de Bitcoin de l'émetteur vers le crédit de Bitcoin vers le récepteur. Et pour ce faire, pour que le ledger soit sécurisé et que ce ne soit pas n'importe qui puisse le modifier, il a imaginé le système de la blockchain qui consiste à ce qu'il y ait des miners où il y a des organismes qui valident les transactions. Donc, et c'est ça la principale activité du miner, c'est un valideur de transactions pour à chaque fois qu'il y ait un Bitcoin qui est envoyé d'un émetteur vers un récepteur, la modification du ledger commun open source soit unique et partagée par tout le monde. Et du coup, le mineur est rémunéré des frais de transaction et il y a un système de course-poursuite des mineurs pour être ceux qui vont être sélectionnés pour valider la transaction et être rémunérés pour cela. C'est pour cela que c'est une activité qui est assez énergivore parce que c'est une activité où il y a beaucoup de mineurs qui sont en compétition et plus ils mettent de machines connectées au réseau, plus ils ont des chances d'être retenus pour valider la transaction et d'être rémunérés là-dessus. Et c'est ça le principe général de la blockchain et la solution au problème que Satoshi Nakamoto a cherché à résoudre. Non, je vais passer la parole à Cyril. Ah oui, non, un dernier point, ce que le Bitcoin ne résout pas, par contre. Donc, Satoshi Nakamoto a imaginé une solution. Elle n'est pas complètement parfaite. Effectivement, il y a des problématiques qui sont apparues depuis la création jusqu'à aujourd'hui, notamment sur les usages qui en ont été faits. Mais comme toute technologie, je dirais, même quand Internet était sorti, les premiers usages ont été ont été les mêmes presque que ceux de Bitcoin sur du spam, du hack, du ransomware, toutes les activités criminelles ont trouvé une méthode digitale et efficiente de communiquer. Et donc, est-ce que ça dévalide pour autant cette avancée technologique? Je ne le pense pas.
Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y ait une réglementation qui vienne encadrer ce nouvel écosystème, comme il y a eu une transaction qui est venue encadrer la nouvelle technologie Internet qui est arrivée au fur et à mesure du temps et qui est encore en train d'évoluer. On parle en ce moment de tout ce qui est sujet avec la protection des données, etc. Il y a énormément de choses qui sont passées et évoluées au fil du temps avec l'arrivée à Internet. Avec le Bitcoin, c'est juste que la réglementation n'est pas encore là, mais elle est en train d'arriver et le jour où elle sera arrivée, tous ces headline risks seront résolus. Et notamment la consommation d'énergie, parce que ça aussi, il faut la réglementer. Et ça, ce n'est pas uniquement une réglementation propre au Bitcoin, mais de manière générale, propre aux problématiques de réchauffement climatique et prioriser les énergies renouvelables. Parce que Bitcoin, les miners, en fait, ce qu'ils cherchent, c'est à payer le moins d'électricité possible. Et du coup, ils vont s'orienter au fil du temps et avec la mise en place des réglementations adéquates vers les énergies renouvelables parce que c'est l'énergie la plus abondante et donc la moins chère possible et du coup la plus rentable. Maintenant, je vais passer la parole à Cyril. Bonjour à tous et merci Jade. Je vais donner une vision un petit peu financière dans un premier temps du Bitcoin. On le sait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'exposition au Bitcoin est un must. Dans ce petit tableau, on a comparé le Bitcoin à l'or ou au S&P 500, mais on pourrait faire l'exercice avec n'importe quelle autre classe d'actifs. On verrait que le Bitcoin a une performance bien meilleure. C'est le cas aussi si on s'intéresse d'ailleurs année par année sur les 10 dernières années et qu'on regarde la performance annuelle du Bitcoin par rapport aux autres classes d'actifs, on verra que dans 80% des cas, c'est le Bitcoin qui l'emporte. Donc, on a un actif qui est performant sur le long terme, mais on a aussi, et ça c'est un point qui est extrêmement intéressant, un actif diversifiant, un outil de diversification. Si on s'intéresse pour le coup aux chiffres de corrélation, aucun indice action sur les 10 dernières années n'est corrélé à plus de 10% avec le Bitcoin. Si par exemple on prend l'exemple du CAC ou du S&P, on est à 8%. Donc, on a un actif performant sur le long terme qui est faiblement corrélé aux actifs traditionnels. Et on le sait, enfin Jade en a parlé, c'est une couverture viable contre l'inflation. On dit souvent qu'en fait, l'explosion du Bitcoin est finalement proportionnelle à la dévaluation des monnaies classiques. Donc, on a voilà, en conclusion, on voit une exposition au Bitcoin qui est un vrai élément de performance extrêmement intéressant. Donc, c'est la raison, on va dire, pour laquelle on a créé Mélanion Digital. La raison, elle est simple, c'est qu'en fait, en général, il est difficile d'investir dans le Bitcoin dans un environnement global, résilient et robuste. Alors, pour plein de raisons. Ça nécessite en général certains types de ressources, des portefeuilles crypto. Ça demande souvent des compétences techniques. Si on veut investir sur l'écosystème Bitcoin, il faut bien connaître, on va dire, bien connaître son écosystème, c'est-à-dire en particulier, par exemple, si on veut faire du minage, il faut connaître les logiciels de minage. Nous, ce qu'on a voulu faire avec Mélanion Digital, c'est faciliter les choses et, je dirais, institutionnaliser l'investissement dans le Bitcoin avec un véhicule simple, une action, une équipe d'experts, de personnes qui viennent du monde de la finance donc, et du monde des banques, d'un monde institutionnel, avec une stratégie, Gianluca en parlera juste après, claire, et une gouvernance aussi précise avec un conseil de surveillance, on en parlera aussi après. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, et ça, c'est très important de bien l'intégrer, c'est d'offrir une structure cotée qui permette à tous, c'est-à-dire du particulier à l'institutionnel, de s'exposer au Bitcoin dans un cadre clair,
et en respectant les contraintes réglementaires. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à tout ce qu'on peut voir autour du Bitcoin. Et ce cadre réglementaire, on le verra après, va nous guider dans la structure de nos opérations, pour la gouvernance, mais aussi pour le respect de procédures ESG. Et cette exigence, pour nous, elle est fondamentale parce que pour nous, c'est le sens de l'histoire, cette institutionnalisation. Le mouvement vers plus de régulation, c'est inéluctable et nous, on veut être des précurseurs. Donc, en conclusion, Mélanion Digital, c'est un moyen simple de s'exposer au Bitcoin, mais comme va le présenter Gianluca, c'est un moyen aussi d'avoir, à côté d'une exposition Bitcoin, une surperformance grâce à une optimisation de l'écosystème Bitcoin et une maîtrise parfaite de cet écosystème. Je vais donc laisser la parole à Gianluca qui va vous présenter la stratégie. Merci Cyril et bonsoir à tout le monde. Donc, je vais vous présenter la stratégie qu'on a envisagée pour Mélanion Digital. Elle porte sur 4 piliers: holding, trading, mining, lending, HTML. Et on va les déployer dans cet ordre. Avant d'y venir, je vais juste faire une petite digression sur l'exposition Bitcoin. Aujourd'hui, si vous souhaitez une exposition Bitcoin dans votre portefeuille, vous avez essentiellement 3 moyens de l'obtenir. Soit vous faites par vous-même, donc vous achetez des Bitcoins, vous gardez vos clés privées en lieu sûr, vous les gardez 10 ans. Dans 10 ans, si tant est que vous savez toujours justifier l'origine de ces Bitcoins pour éviter que les banques, par exemple, vous refusent l'encaissement, vous aurez toujours un Bitcoin. Une manière de le faire, c'est d'utiliser des produits de tracking passif qui sont sortis récemment, comme par exemple les ETF qui ont été cotés aux États-Unis. Vous avez vu les titres, ils ont récolté $1 milliard en 2 jours. Cependant, ce sont des ETF basés sur des futurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les mois, le gestionnaire de l'ETF va acheter le futur sur le Bitcoin du mois suivant et va continuer de le relayer tous les mois. Donc, vous avez un coût implicite dans ces structures qui est aujourd'hui de l'ordre de 10% par an. Rien que à cause de la base entre le futur et le spot. Donc, cela veut dire que vous investissez là-dedans, un Bitcoin, dans 10 ans, vous vous retrouverez avec une petite fraction, bien moins que la moitié de Bitcoin. Nous, notre solution, c'est un management actif de nos holdings de Bitcoin pour obtenir une surperformance. Donc, le contrat qu'on a avec vous, investisseurs potentiels encore aujourd'hui, est de dire, vous venez avec nous dans 10 ans, enfin moi c'est un produit d'investissement, c'est pas un produit de trading actif qu'on vous propose aujourd'hui, vous aurez un multiple d'un Bitcoin, vous aurez au moins 2 Bitcoins, voire plus. Et tout ça, encore il faut le souligner parce que c'est extrêmement important, au sein d'une action cotée d'une société de droit français. Donc une action qui pourra rentrer dans tous les portefeuilles titres, PEA, assurance vie, fonds en thématique Bitcoin, indice Bitcoin en Europe et plus largement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec votre argent? Donc, la première chose du holding, donc avec votre argent, on va acheter, et notre argent, parce qu'en fait, on est aussi plutôt gros investisseurs là-dedans, nous-mêmes, nous 3, donc on va acheter du Bitcoin. Donc ça, c'est votre première exposition et votre premier risque, c'est l'évolution du cours du Bitcoin, puisque la société va détenir comme actif des Bitcoins. Ensuite, au lieu de laisser dormir ces Bitcoins sur un compte et de rien faire, on va déployer un certain nombre de stratégies qu'on a regroupées sous les 3 piliers du trading, du mining et du prêt-emprunt, du lending. On va les faire travailler. Vous êtes peut-être familier dès aujourd'hui du fait que quand vous avez des coins dans le système, ceci a énormément de valeur puisqu'ils peuvent être utilisés comme collatéral pour faire plein d'autres choses. Par exemple,
des boîtes tout à fait sérieuses comme BlockFi vous proposent aujourd'hui sur de stablecoin dollars, donc des tokens qui sont payés au dollar, vous proposent du 8 à 9% un taux d'intérêt, alors que sur le dollar, le taux d'intérêt est de l'ordre de 1%. Comment ils arrivent à faire ça? C'est simplement parce que quand vous avez des coins dans le système, il y a moyen d'obtenir beaucoup plus que ça. Et donc, ils encouragent la collecte de fonds parce qu'ils savent leverager avec des stratégies assez standards et obtenir des rendements bien supérieurs. C'est ce qu'on va faire nous aussi en utilisant le Bitcoin en collatéral. Donc, le premier bloc, le trading. C'est une série de stratégies qui s'apparentent plus à du quasi-arbitrage qu'à du trading directionnel. On a déjà le directionnel par l'exposition Bitcoin, mais nous, on va profiter du fait que le Bitcoin et les autres crypto-monnaies sont le plus gros marché retail du monde, avec un accès des institutionnels à aujourd'hui extrêmement limité. Donc, vous avez des flux incroyables dans tous les sens, dans les différents marchés qui ne sont pas forcément synchrones. Et au milieu de tout ce flux, avec une volatilité très importante, il y a beaucoup d'opportunités. Alors nous, on sait bien que la volatilité, c'est un petit peu l'ennemi de l'investisseur parce que c'est ce qui peut faire peur à l'investisseur, mais en fait, c'est l'ami du trader et du trading parce qu'il y a énormément d'opportunités de par ces flux. Quelque part, la bonne nouvelle pour moi, dans mes visions, c'est que le succès à moyen terme du Bitcoin ne dépend pas de sa performance à très court terme. Donc, le Bitcoin pourrait perdre 75% de sa valeur demain matin ou tripler. Ça ne change rien à son succès, ou pas d'ailleurs, mais à son degré de succès à moyen terme, qui lui vient des problèmes qu'il résout, vient des taux d'adoption qu'on voit à une très forte croissance et vient de l'adoption qui est à peine naissante, mais déjà claire, de parler des investisseurs institutionnels aussi. Pour vous donner une idée, on tourne des stratégies de trading depuis 7-8 mois maintenant. Et même en excluant les gains exceptionnels qu'il y a eu lors du mois de mai, quand il s'est passé vraiment tout et n'importe quoi sur le marché, donc ce n'est pas forcément reproductible, mais tous les autres mois, on a des profits entre 3 et 5% par mois sur des stratégies relativement conservatrices. Donc c'est ce qu'on va apporter côté trading. Ensuite, le mining. Le mining, c'est un métier différent. C'est un métier auquel on va s'approcher avec beaucoup d'humilité. Maintenant, on sait qu'on va pouvoir apporter à la table plein de choses, plein de solutions aux problèmes que les mineurs ont aujourd'hui. Alors déjà, le mining, c'est un métier extrêmement profitable. Vous avez plein de boîtes de côté, vous pouvez vérifier leur compte, c'est public. Le coût de minage d'un Bitcoin pour ceux qui sont efficients aujourd'hui, c'est entre 5 et 10 000 $, alors qu'il vaut autour de 45 000. Il n'y a pas beaucoup de métiers qui vous rapportent un marge brute entre 80 et 90% aujourd'hui. Ensuite, la structure, qu'est-ce que c'est qu'un mineur quand vous simplifiez vraiment tout au maximum, c'est un contrat de fourniture d'électricité verte, pas cher, loqué sur du long terme. Et puis, c'est un gros data center où vous achetez des machines que vous devez essentiellement payer tout de suite, qui vous sont livrées au bout de $1, donc, qui vous sont livrées au bout de 6 à 12 mois. Et à partir de 6 à 12 mois, vous commencez à recevoir des revenus en Bitcoin. Le tout, normalement, sans avoir accès au crédit bancaire. Or, et ça encore, vous pouvez regarder les prix auxquels les sociétés cotent. Si vous avez un contrat de fourniture d'électricité compétitif et vous achetez 100 millions de dollars de machines, votre société vaut 1 milliard. Aujourd'hui, c'est des trucs qui cotent à 10 fois la NAV. Donc, il y a énormément d'intérêt pour nous à développer ce genre de business. On n'a aucune idée d'aller payer ces prix, rassurez-vous.
Nous, ce qu'on vise, c'est d'abord des contrats dans une première phase qui s'apparentent un petit peu au contrat de royalties que vous voyez dans l'industrie minière de l'or. Et dans une deuxième phase, on vise une co-entreprise où on développerait avec des spécialistes sur la partie technique et donc data center, on développerait une boîte de mining from scratch et donc sans payer de primes sur la NAV. Pour finir, il y a de plus en plus de sociétés et d'initiatives qui demandent ou qui ont un mismatch entre dollars, monnaie fiat et Bitcoin, ou qui demandent d'avoir des Bitcoins. Et donc, il y a énormément d'opportunités naissantes, et c'est pour ça que c'est le quatrième pilier, de prêts et d'emprunts sur les bitcoins avec différents types de typologies de revenus et de risques. Et nous, on prévoit de s'insérer parce qu'on a un bagage financier, hein, c'est ça le background de l'équipe de banque d'investissement. Donc, on va s'insérer dans cette mouvance pour, de manière opportuniste, leverager, encore une fois, sur notre collatéral, sur notre holding de Bitcoin. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pourquoi on pense que la proposition Mélanion Digital est supérieure à ce que vous trouvez aujourd'hui? Deux raisons. Alors, on résout une série de problèmes pour tout ce qui est compliance et capacité d'investir. C'est une action française listée. Ce n'est pas un fonds caymanais, ce n'est pas une holding indirecte de Bitcoin ou autre monnaie. Mais surtout, on offre dans la même enveloppe une série de stratégies et une série d'options, donc holding, trading, mining, lending, ce qui nous permet d'être flexible et opportuniste dans l'allocation du capital. Aujourd'hui, vous pouvez acheter un mineur, il fera du minage. Bon, on parle des prix actuels. Vous pouvez investir dans un fonds qui fait de l'arbitrage sur les crypto-monnaies. Après, c'est de l'arbitrage souvent avec un fort billet long. Mais vous pouvez investir dans Coinbase, vous pouvez investir dans plein d'autres boîtes qui commencent à être listées, qui font partie de l'écosystème, qui ont des projets sur la blockchain. Mais le fait d'avoir tout dans la même enveloppe nous paraît un avantage certain de notre modèle. Prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, effectivement, allons directement à celle-là. Ça, c'est le slide le plus important de toute la présentation. S'il y en a un que vous devez retenir, c'est celui-ci. Qu'est-ce qu'elle dit, cette slide? Elle dit que quel que soit le scénario sur le prix du Bitcoin, notre scénario central, c'est une hausse de 20% par an, ce qui sur 5 ans amène le Bitcoin à faire x2,5. Alors, je rappelle que sur les 5 dernières années, la hausse annuelle moyenne a été de 100%. Donc, on a pris un cinquième de ça. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous, on pense qu'il faut une exposition Bitcoin, parce que le Bitcoin a encore de très beaux jours devant nous. Mais quel que soit après le cas qui va se réaliser, nous, on sait, sur la base d'un business plan très conservateur qui ne prévoit que cette première levée, on sait leverager et générer une surperformance qui est illustré dans le tableau, qui est évidemment plus important dans le cas où le Bitcoin baisse, et moins important, au moins en pourcentage, mais pas en valeur absolue dans le cas où le Bitcoin monte, simplement parce qu'à la hausse, un des drivers de la performance sera évidemment le prix du Bitcoin. Donc, je passe la parole à nouveau à Cyril pour la suite. Oui, toujours dans on va dire dans la mouvance de ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure sur le cadre institutionnel, il est important pour nous d'avoir une démarche ESG pour plein de raisons. Déjà, c'est dans l'ADN de Mélanion.
mais aussi parce que on a, voilà, le cadre institutionnel et le cadre, on va dire, exigé par le fait de vouloir coter Mélanion Digital, impose d'avoir une démarche ESG claire. Je prends souvent l'exemple du mining. Typiquement, sur le mining, on va s'assurer qu'il est fait via des sources d'électricité verte, barrages hydrauliques ou énergie éolienne. Pour plein de raisons. Bon, déjà, ça nous permet d'avoir ce qu'on peut appeler un green and clean Bitcoin. Green, on le comprend relativement facilement puisque donc la source est verte, et clean parce que il est untouched, il n'a pas été touché, il est tout neuf. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est intéressant par rapport au mining vert. D'un point de vue social, typiquement pour le mining aussi, on va s'assurer que la société respecte bien le droit des employés. Voilà, sur la partie mining, sur la partie mining et sur la partie sociale. D'un point de vue social aussi, et là, pour reprendre l'ADN de Mélanion, on peut parler de la Fondation Mélanion, qui est créée pour offrir des bourses d'études à des talents issus de milieux modestes. Voilà. Et puis du côté gouvernance, on en a parlé, j'en parlerai juste après sur la structure de la société. On a un conseil de surveillance et la gouvernance pour nous de Mélanion Digital est quelque chose voilà, d'extrêmement important, et on a voulu structurer les choses de façon à ce qu'on ait un board qui soit complètement indépendant. La supervision des activités, on retrouve aussi, et on a souhaité que ce soit extrêmement présent dans la structuration de Mélanion Digital, on retrouve les procédures qu'on peut avoir dans l'univers bancaire, institutionnel classique. Voilà, ça reprend la thématique que j'ai annoncée en début de présentation. Donc voilà, des procédures sur tous les sujets et sur des sujets qui sont aussi typiques à la cryptographie, comme la partie blockchain, mais que ce soit d'un point de vue réglementaire avec un suivi constant, légal, une gestion des risques extrêmement précise, s'assurer que toutes les opérations qu'on met en place voilà, sont bien auditées, et d'un point de vue énergie, on en a parlé pour le mining, un suivi extrêmement précis. Donc, on apporte un cadre réglementaire, on institutionnalise cet investissement dans le Bitcoin. La structure. Donc, la structure qu'on a choisie, c'est une société en commandite par action, donc avec un actionnaire commandité qui est Mélanion Management, qui signe un management agreement, donc un contrat de gestion avec Mélanion Digital. Le deal est relativement clair. Il y a donc les dépenses sont prises en charge, sont couvertes en transparence et capées à 3%. Et on a aussi un système de performance fees à 10% en high watermark. Donc, c'est on va dire le contrat entre Mélanion Digital et Mélanion Management. Et donc, Mélanion Management va être l'opérateur des 4 piliers qu'a pu décrire Gianluca. À côté de ça, on a un conseil de surveillance indépendant. J'en ai parlé quand j'ai évoqué le sujet de la gouvernance. Voilà, avec un règlement intérieur bien spécifique et voilà, et des comités qui vont pouvoir analyser chacun des éléments que j'ai pu décrire juste avant. Le conseil de surveillance indépendant, donc il est composé de 9 personnes qui proviennent d'horizons variés. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont tous une expertise reconnue dans leur domaine. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des gens qui viennent de la gestion d'actifs, du legal, du compliance, mais aussi de la partie crypto. On a des gens spécialistes de la blockchain. On a même une personne sur la partie énergie. Donc, ça couvre finalement tous les sujets de Mélanion Digital, et c'était pour nous extrêmement important d'avoir un conseil de surveillance de cette qualité et indépendant surtout, pour pouvoir surveiller l'ensemble des opérations.
Les étapes du financement, donc en 2021, on a lancé Millennium Digital. Gianluca a évoqué les opérations qu'on a commencé déjà à mettre en place. Le point qui est important, donc c'est la première levée est de 10 millions d'euros. Je le reprécise, mais nous, en tant que fondateurs, nous sommes déjà engagés à prendre jusqu'à 30% de cette levée. Sur cette première levée, on va attribuer des bons de souscription, ce qu'on peut appeler des options, des warrants, et avec un système de premier arrivé, premier servi. Alors, ces warrants, quelles sont leurs caractéristiques? Maturité 3 ans, prix d'exercice 150%, donc un strike 150%, c'est-à-dire que pour 10 € l'action, le strike est de 15 €, et avec un rapport une parité de 10 contre 1. Donc, on a déjà commencé le démarrage opérationnel du modèle HTML. Gianluca en a parlé. En 2022, nous, ce qu'on souhaite, et je l'ai annoncé dès le début, donc c'est coter la société sur Euronext Paris, donc sur le marché français. On va continuer à développer notre modèle et construire un track record. On souhaite faire une deuxième levée de 50 millions. Sur les années qui vont suivre, en 2023, 2024 et suivantes, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter en puissance et étendre ce qu'on peut appeler aux autres activités crypto. Dans cette terminologie, il faut comprendre deux choses. À la fois potentiellement les autres cryptos, mais aussi les autres activités. Alors, les autres activités, on a pas mal de choses en tête. On a potentiellement des indices sur crypto, de la structuration de produits, de la recherche autour de crypto. Pourquoi pas réfléchir à une crypto-bourse, voilà, et investir aussi dans des projets crypto. Et le but étant également ensuite de faire une troisième levée de fonds de 200 millions. Donc, j'insiste à nouveau, nous, ce qu'on veut, c'est être une référence sur le marché des cryptos et dans un cadre institutionnel, clair, réglementé, sans oublier l'aspect ESG, donc propre et respectueux de l'environnement. Je vais laisser la parole à Jade pour vous parler de Mélanie. Voilà, donc pour conclure, en fait, notre motivation, on va dire, sur ce projet est représentée dans cette présentation qu'on vous a faite, dans le déroulement de business case, dans l'équipe qui est de très grande qualité qu'on a pu réunir au-dessus. Et elle s'inscrit, si vous voulez, dans une démarche au sein du groupe Mélanio comme l'aboutissement d'une transformation digitale de Mélanio Capital, qui initialement a été fondé comme le spécialiste des futurs sur dividendes, et ensuite on s'est développé sur les produits dérivés à actions. Et il y a 2 ans, on a décidé de développer cette nouvelle practice sur les cryptoactifs avec le lancement du premier ETF Bitcoin. Et Millennium Digital est vraiment l'aboutissement de cette transformation, dans le sens où on a l'intime conviction que la finance de demain va se faire dans cet écosystème-là. Et du coup, tous les intervenants historiques vont lentement, mais sûrement se transformer, évoluer vers cette nouvelle économie et ce nouvel écosystème. De la même manière qu'avec l'arrivée d'Internet, on a eu une digitalisation de l'information qui a révolutionné tous nos moyens de communication historiques et qui a créé des business models complètement révolutionnaires auxquels on n'a même pas pu imaginer. Je pense à Amazon, à Google, Facebook, etc. Ce que Bitcoin fait et les crypto-monnaies de manière générale également, c'est qu'on observe une digitalisation de la valeur. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir avoir les mêmes transformations de business existants, mais à une échelle beaucoup supérieure à celle qu'on a observée sur la digitalisation de l'information.
Et l'asset management, le trading et tous les développements des business autour de cet écosystème va sûrement et certainement transiter vers cela. Et du coup, Millennium Digital, de fait qu'on est listé, qu'on a une approche instit et qu'on a également la flexibilité de pouvoir investir sur toutes les poches de cet écosystème, va être, à notre avis, un leader là-dessus et va bridger un peu le gap entre le monde crypto et le monde traditionnel en amenant une approche sérieuse, institutionnelle à un domaine qui est en pleine évolution. Donc maintenant, on va passer au Q&A et ça tombe bien. Donc si vous avez des questions, mettez-les dans le chat. Il y a un chat questions-réponses sur lequel Q&A sur lequel vous pouvez rentrer vos questions. Donc là, on a deux questions. Donc la première, c'est comment le traitement fiscal d'un fonds contre un investissement direct en Bitcoin pour un investisseur français et quel est le traitement fiscal des royalties, des contrats de royalties avec les mineurs et même question pour le lending, stacking, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement fiscal en France est clair sur certaines choses, mais il est beaucoup moins sur d'autres. Il y a eu des projets de loi qui ont été développés, une partie a été votée, l'autre partie qui est en cours d'évolution. C'est quelque chose sur lequel on va certainement avoir un meilleur traitement fiscal au sein de Millennium Digital que pour un investisseur qui investit en direct, ou du moins on va œuvrer là-dessus comme n'importe quel groupe cherche à optimiser, on va dire, les opportunités qu'il va trouver en fonction de rendement, mais également de la fiscalité qui est associée. Donc, la détention de Bitcoin, par exemple, est certainement meilleure au sein de Millennium Digital qu'en direct, parce que Millennium Digital a déjà un taux de base de taxation plus faible, qu'elle est éligible à des poches d'investissement optimisées comme le PEA, etc. Sur les royalties avec les miners, c'est un domaine très très large parce que ce n'est pas encore complètement défini. C'est un peu le secret un peu de notre sauce qu'on va apporter sur ces royalties. Aujourd'hui, il n'y en a pas, mais bon, va avoir une fiscalité, on va dire, qui va ressembler assez fortement à la louche à ces deals-là qui existent déjà sur le pétrole ou sur l'oil, ou sur le gold, pardon, sur l'or, où ça dépend, ça peut être des deals de financement avec des taux d'intérêt ou des deals de royalties avec des paiements en Bitcoin ou des deals d'achat forward de Bitcoin, etc. Et ça, c'est au cas par cas en fonction de l'évolution de la réglementation là-dessus. Également pour le lending et stacking également. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va s'entourer des conseils fiscaux pour apporter une solution la plus optimale possible. Ensuite, breakdown des fonds investis entre holding, mining et leverage. Je te laisse Jean-Luc répondre. Oui, tout à fait. Alors, la réponse à cette question, elle est un petit peu évolutive. Comme je disais, on va déployer le modèle dans l'ordre. Maintenant, si on prend une vision à peu près à 3 ans sur notre business plan, ce qu'on envisage, alors c'est holding, évidemment, c'est 100%, parce que les fonds seront investis en Bitcoin, mais entre trading, mining et lending, ça sera de l'ordre de à peu près la moitié sur le trading, un tiers sur le mining et 15%, enfin 17%, ce qui reste à peu près, sur le lending. J'insiste quand même sur une chose, on n'est pas là pour
planter des drapeaux. On ne va pas faire du mining si ce n'est pas intéressant parce qu'on a dit qu'on faisait du mining. On ne va pas faire du trading si les opportunités sont meilleures ailleurs. Ce qu'on cherche à obtenir dans ce modèle, c'est justement la capacité à investir de manière opportuniste sur la base des opportunités qui vont se présenter. Donc, c'est une prévision, mais ce n'est pas une obligation d'avoir exactement ce type de split dans une vision à 3 ans. En termes de leverage, alors il y a beaucoup de définitions de ce mot et pour les plus ou moins spécialistes, ça veut dire des choses très différentes. On va simplement dire que vous avez une exposition à 100% sur le Bitcoin. Donc le bêta qu'on vise par les autres stratégies autour du Bitcoin, il est extrêmement faible autour de, donc du 1 qui est l'exposition au Bitcoin. Cependant, on va utiliser toutes sortes d'instruments, y compris les futurs. Donc, sur un levier brut, si vous faites un spread entre deux marchés, vous achetez un futur à droite, vous vendez un futur à gauche et vous avez votre exposition de Bitcoin, ça pourrait faire 3, mais ce n'est pas le type de risque. Enfin, c'est une question de s'entendre sur les termes après. La liquidité de la société. Alors, une fois qu'elle sera listée, alors je réponds d'abord à la question suivante, qui est le processus de l'IPO, et puis on en vient à la liquidité. Alors, on est obligé de faire les choses dans l'ordre, donc la première augmentation de capital, et ensuite, on va demander le listing sur Euronext, sur le marché alternatif, ce dont Aldebaran se chargera. On prévoit que ça prenne dans les 6 mois, à peu près. Mais alors c'est après au bon vouloir des lenteurs bureaucratiques d'Euronext. Mais voilà, on commencera avec le processus immédiatement après l'augmentation de capital. En attendant le listing, si les circonstances d'un investisseur changent, on se chargera d'organiser un marché gris. Après le listing, il y aura un market maker officiel désigné qui pourra donc côté des marchés. Et surtout, avec le deuxième puis le troisième tour, l'action aura un CAPI tel à garantir, 1, la liquidité de l'action, et 2, le fait qu'elle pourra être incluse beaucoup plus facilement dans des portefeuilles, compte-titres, PEA et autres, et potentiellement dans des fonds en thématique Bitcoin, puisque ça va sur les radars. Donc, nous, ce qu'on vise à faire avec la cotation, c'est non seulement donner une liquidité aux investisseurs qui voudront sortir à tout moment, de pouvoir le faire, contrairement à ce que vous auriez dans le cas d'un fonds fermé, mais aussi on vise à créer une demande stable et additionnelle pour notre action. Et dans un monde idéal, aussi, on imagine que une société avec une gestion active et une surperformance récurrente sur le Bitcoin cotera à prime sur la NAV. Donc, c'est un vecteur de performance supplémentaire que on pense pouvoir délivrer. D'ailleurs, étant listé, si jamais c'était l'inverse, on pourrait toujours acheter nos actions et réévaluer tout le monde si jamais ça devait coter à discount, avec un discount sur la net asset value. Donc, je pense. Voilà. Investissement minimum. Tu veux le couvrir, Jade? Oui, donc l'investissement minimum, c'est 500 000 euros. What is the minimum amount of investment and what is the expected return of your LPs? En fait, dans la slide, c'est peut-être Cyril, tu peux répondre là-dessus en revenant sur la slide de Millennium Management et Millennium Digital. Oui, effectivement, oui, donc comme je l'ai dit, il y a un contrat, il y a un management agreement entre Millennium Digital et Millennium Management. Il y a une couverture des dépenses de Millennium Management, mais capée à 3% par an.
Et on a aussi donc, les 10% de performance fees en high watermark. Voilà, c'est on va dire la typologie du contrat entre Millennium Digital et l'opérateur qui est l'actionnaire commandité Millennium Management. Cyril, peut-être, est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est que le high watermark et comment est-ce que qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça signifie que on doit se retrouver, comme son nom l'indique, en fait, au-dessus du niveau 0 pour que ça puisse être effectif. Voilà. Et donc, s'il y a une année de perte, eh ben, il n'y aura pas de. Si on est en dessous du niveau 0 et qu'il y a une performance qui est très forte, mais qu'on reste en dessous du niveau 0, ben, il n'y aura pas de performance fees. C'est un processus qui est classique dans le monde de la gestion d'actifs. Voilà. Sur la durée de portage recommandée, conseille plutôt 3 ans pour nous donner le temps de déployer tout le business model et surtout pour s'inscrire vraiment dans un minimum de temps d'investissement qui permettent un peu de réaliser que les fondamentaux, on va dire, que ce soit derrière le Bitcoin, mais également derrière nos stratégies et nos déploiements, et le temps d'être mis en place et apprécié par le marché. Qu'est-ce qui est inclus dans les dépenses? En fait, ce qui est inclus, c'est les équipes qui vont déployer la stratégie, donc HTML, donc les frais associés à ce déploiement, donc leurs outils, leurs moyens, leur développement, etc. Il y a aussi les éventuelles dépenses de fonctionnement, ainsi de suite, mais rien d'exceptionnel, des choses plutôt assez traditionnelles, donc des personnes et des moyens pour déployer ces stratégies-là. On attend les dernières questions. Alors, je crois qu'il y avait une question qu'on a vu passer par ailleurs sur le fonctionnement exact des BSA, des bons de souscription en action. Alors, ça, c'est un cadeau de bienvenue qu'on fait à nos investisseurs sur le premier tour. Ça veut simplement dire que si vous avez 10 actions aujourd'hui, souscrites pour 10 €, vous aurez le droit, pendant 3 ans, de souscrire une action supplémentaire à 15 €. Donc, ça paraît peut-être 50% de prime élevée, mais encore une fois, le Bitcoin étant extrêmement volatile, une option sur le Bitcoin à 3 ans sera avec 150%, ça vaut 50% aujourd'hui sur le marché, à peu près. Donc, l'idée, c'est que s'il y avait des tours supplémentaires, et notamment avec une bonne performance du Bitcoin et potentiellement des primes sur la NAV, ce vin aura beaucoup de valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment puisqu'on arrive au bout du webinaire. Non? Écoutez, je vous remercie en tout cas à vous, messieurs, pour la présentation et à vous, les attendees, pour votre attention et votre écoute. Nous restons bien évidemment disponibles pour toute question que vous pourriez avoir. Je voulais simplement vous rappeler le calendrier et les prochaines étapes concernant le processus de levée de fonds. Donc, aujourd'hui, nous attendons pour le 14 janvier, donc c'est déjà la semaine prochaine, c'est notre date butoir pour la réception des lettres d'intention. Voilà, les bons de souscription d'actions que vient de détailler Gianluca seront distribués sur une base du premier arrivé, premier servi en fonction de la réception de ces lettres d'intention à cette date-là.
Par la suite, donc, nous nous occuperons de l'organisation réglementaire et légale avec l'organisation d'une assemblée générale des actionnaires pour voter l'augmentation de capital. Et ensuite, les documents de souscription seront envoyés aux investisseurs identifiés, à savoir notamment classiquement le bulletin de souscription et les différents éléments nécessaires comme les statuts de la société et également les informations bancaires et instructions pour le virement pour les investisseurs qui se sont engagés. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter si vous avez la moindre question. Nous restons, Aldébaran et l'équipe de Mélanion Digital à votre disposition. Et je vous remercie à nouveau pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à bientôt. Au revoir.